Il semble qu'au Cèdre, on ait globalement plutôt une bonne réputation. D'après ce que j'ai entendu dire, on aurait même une réputation d'avoir une formation de qualité, mais aussi probablement d'être une école un peu élitiste. Et je me demande comment tu te positionnes par rapport à ça. Ça dépend ce qu'on entend par élitiste. C'est-à-dire que, par exemple, là on revient d'Afrique avec un certain nombre d'étudiants du Cèdre et des étudiants d'ailleurs d'autres écoles qui apparemment ont bien travaillé ensemble, n'ont pas trouvé qui tombaient dans une école très différente, fondamentalement en tout cas en matière de pratique, parce qu'on ne réinvente pas certaines choses, les points d'acupuncture, etc. On a fait des soins efficaces à une population africaine, béninoise, avec des praticiens béninois qu'on a formés dans le contexte humanitaire par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que la formation du Cèdre, notamment la méthode Léon, par exemple, pour l'utilisation de l'acupuncture, on s'aperçoit qu'elle marche pour fabriquer des petits producteurs de santé dans d'autres pays. Donc ça, à mon avis, c'est tout sauf élitiste, puisqu'on met une médecine impériale à la portée du peuple. Donc, dans le fond de l'étude, je ne pense pas que ce soit élitiste. Maintenant, il y a des exigences, parce que, effectivement, il faut marier intelligemment la théorie et la pratique. Il y a peut-être des gens qui parfois, je dirais, ont une pratique qui ne correspond pas à la théorie, ou une théorie qui ne correspond pas à leur pratique. Nous, on aime bien que les deux marchent ensemble. Alors peut-être ça peut être appelé élitiste, mais on est foncièrement convaincu que la médecine chinoise est simple, sauf que simple, ça ne veut pas dire facile. Et que je me suis aperçu qu'il y a des gens qui aiment être compliqués. Donc nous, ce que je trouve d'élitiste chez nous, c'est qu'on ne veut pas être compliqué. Mais non, élitiste, je vois pas trop. Après, quand on fait des choses, on peut très bien avoir justement des commentaires ou des jugements qui flottent autour de ce qu'on fait, qui ne correspondent pas à la réalité. Louis Fouché, par exemple, enfin, c'est plus de la médecine chinoise, mais on dit qu'il est d'extrême droite alors que son modèle c'est Gandhi. Donc voilà, nous on va dire qu'on est élitiste, mais c'est pas vrai. Ok. Et tu exprimais le fait qu'on avait formé des praticiens béninois. Ouais. Est-ce que le modèle de formation est le même pour les Béninois que pour les étudiants qui viennent Alors non, effectivement pas du tout, mais on les a formés dans un contexte effectivement humanitaire, parce que le docteur Léon, qui est donc le mentor du Cèdre, était aussi président, enfin il est toujours quelque part président d'honneur de l'association Humanitrade, qu'on a créée 10 ans plus tard, pour faire de la formation dans d'autres pays. Et donc on a adapté l'enseignement à des terrains différents, à des cultures différentes, à des modes de pratique qui ne sont pas les mêmes, à des tabous parfois différents. Donc on ne peut pas comparer le type d'enseignement qu'on fait dans le cadre humanitaire et dans le cadre de la formation professionnelle en France. Donc c'est deux niveaux de formation différents, effectivement. Ok. Et qu'est-ce qui va différencier l'enseignement qu'on va donner à nos étudiants dans le centre de formation en France? Ce qui va différencier, c'est que ici on enseigne bien une médecine, une ethnomédecine, donc c'est pas la médecine occidentale, mais ça veut dire qu'on enseigne, d'abord on passe tout notre temps à essayer de comprendre comment fonctionne l'humain, après comment il dysfonctionne pour arriver à faire un diagnostic. Et une fois qu'on a un diagnostic, c'est-à-dire qu'on comprend assez clairement qui, à quoi et pour quelles raisons, le traitement coule davantage de sources, mais sauf que là, il a déjà fallu que de l'eau coule sous les ponts de la connaissance pour arriver à choisir le bon traitement. Après, on a les méthodes thérapeutiques. Donc tout ça, quand on le met bout à bout, ça fait quelques années d'études. Quand on est dans un contexte humanitaire, on part tout de suite de la symptomatique, les gens viennent pour de l'urgence, ils ont du lourd, et on s'aperçoit que l'acupuncture et la pharmacopée, les méthodes, le massage, etc. ont des tas de possibilités simples et efficaces, mais on est dans le dépannage, on n'est pas dans le réglage fin d'une médecine qui vise à la prévention et qui tient compte de la complexité du monde moderne. D'accord. Et tu penses qu'on ne peut pas avancer en même temps sur de la symptomatique par la pratique et sur
la compréhension plus profonde du diagnostic en médecine chinoise? Alors si, bien sûr. Simplement, il y a deux façons d'étudier possiblement. On peut étudier en faisant d'abord et en essayant de comprendre ce qu'on fait. C'est ce qui se fait souvent en humanitaire. Ou on peut étudier en étudiant, en essayant de comprendre d'abord avant d'agir. C'est ce qu'on fait en Europe. Et ça, c'est plus important parce que chez nous, il est logique de mettre le code avant la conduite. Parce que si on commence à faire conduire les gens et à dire vous allez apprendre en conduisant, s'il y a un accident, ça ne sera pas bien. Donc en fait, on est condamné à y aller plus prudemment chez nous par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est logique qu'il y ait une part de théorie plus importante au départ et qu'il y ait une montée en puissance de la pratique. Par contre, on va effectivement avec de la pratique, avec du clinica, avec un dispensaire, avec des missions pour ceux qui veulent. Donc c'est pas la pratique qui manque, mais on met les choses dans le bon ordre ici. Donc c'est peut-être cette dimension plus théorique dans un premier temps qui pourrait donner une certaine austérité à la formation et à la réputation qu'elle a. C'est pas faux, parce qu'effectivement, il peut être tentant, ça peut attirer le chaland de dire très vite vous allez être un bon praticien, on va vous faire des choses. Mais ça, c'est des raccourcis qui peuvent se transformer en impasse, parce que à ce moment-là, on peut faire une formation de médecin aux pieds nus en 3 semaines, on apprend quelques recettes, ça marche pas. Si on a beaucoup de monde, dans le tas, on est content parce qu'on a des résultats, mais on plafonne vite au niveau du savoir. C'est pas de l'austérité de commencer par plus de théorie, c'est simplement de la logique, c'est de la prudence. En plus, on fait une médecine qui n'est pas vraiment réglementée, donc il est normal de commencer par ça. Il me semble que même en médecine conventionnelle, on ne met pas tout de suite des patients dans les mains des étudiants, ils sont internes au bout de quelques années. Donc il y a une part d'études. La grosse différence, c'est que on fait en sorte qu'il y ait une compréhension en même temps qu'on étudie. On n'apprend pas des choses, on n'apprend pas le bottin, quoi. On n'apprend pas des choses par cœur. Ça, ce serait austère, d'apprendre des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme on essaie de comprendre à mesure qu'on apprend, c'est pas austère, ça dépend en fait de la curiosité des gens. Donc ça rejoint la question de l'élitisme. Je veux dire, austérité, élitisme, si on force des gens à étudier quelque chose pour lequel ils ne sont pas vraiment faits ou qui ne les intéresse pas vraiment, si on fait un gros marketing pour les attirer puis qu'après on leur donne quelque chose de simpliste, c'est sûr qu'on peut dire que nous on est austère ou élitiste à la place parce que ce n'est pas la démarche qu'on souhaite. Alors il est possible que les gens soient moins curieux de nos jours, ils sont plus prêts à prendre le sac à dos pour traverser la planète pour aller étudier quelque chose. Donc c'est plutôt, on tapote sur un écran en disant quelle est l'école la plus près de chez moi, et puis voilà, donc on est dans ce monde-là maintenant. Et nous on ne répond pas forcément à cette demande-là, c'est vrai. Et dans ce cas-là, comment tu expliques que finalement il y a des écoles qui remplissent quand même plutôt bien, ouais, et que notre formation de qualité remplisse moins? Oui, alors il y a effectivement des écoles, j'en connais, c'est des amis, hein, on se connaît de longue date, qui ont des étudiants qui peuvent compter par centaines au moment des rentrées. Nous, c'est par dizaines, et quand on a quelques dizaines, on est content. Mais alors ça rejoint peut-être cette notion d'élitisme, mais c'est pas parce qu'il y a peu d'étudiants que c'est élitiste, c'est simplement que c'est le choix de la cuisine qu'on veut faire. Donc dans un grand restaurant, dans une grande surface, il y a plus de monde. C'est un mode de distribution de la connaissance qui n'est pas le même. Nous, on vise un peu l'étoilé de ce point de vue-là. Le fait de vouloir prendre son temps pour faire des choses simples et bien, comme on cuisinerait quelque chose, c'est vrai qu'on préfère cuisiner pour un nombre limité de convives avec des bons plats, et je ne dis pas que les autres n'ont pas des bons plats, mais on est dans quelque chose de plus standardisé, je dirais, puisque nous, c'est une tradition familiale. Donc c'est une tradition orale, c'est 15 générations, enfin ça fait 16 maintenant, et donc on a un devoir de transmission qui fait qu'on ne peut pas faire la même chose qu'un enseignement horizontal sur modèle chinois avec un papier délivré par je ne sais quel hôpital mais qui n'a pas de valeur chez nous. Alors on n'est pas dans cette logique où on promet des choses et où on simplifie. Il y a quand même une étude, hein, je veux dire, ces écoles ont leur qualité, mais disons que voilà, clairement si tu enseignes à un amphi avec 100 ou 200 personnes, tu ne peux pas
faire de la formation, tu peux faire que de l'enseignement. Alors que si tu as 20-30 personnes, tu connais les gens au bout de quelques années. Et donc tu peux les accompagner pédagogiquement. Donc quand tu les lâches, tu sais s'ils sont vraiment capables de faire quelque chose ou pas. Donc on ne peut pas vraiment comparer ça. Donc on a un choix pédagogique qui nous condamne à ne pas avoir trop de gens. Alors après on va dire ils sont élitistes. Mais non, c'est juste qu'on veut former des bons artisans, parce que c'est un art aussi. C'est-à-dire des gens qui réfléchissent et qui agissent correctement ensemble. Et on sait que si on avait un nombre comme ça d'étudiants, on serait coincé dans notre façon d'enseigner. Donc on ne rentre pas dans une logique de concurrence par rapport à ce genre d'école. Notre problème, c'est d'avoir au moins assez d'étudiants pour pouvoir faire un travail familial correct. Et on espère qu'il y a suffisamment de personnes attirées par la cuisine de grand-maman pour y arriver, quoi. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qui nous différencie en tant que centre de formation qui fait de la formation traditionnelle dans une lignée familiale par rapport à la grande distribution concrètement? Concrètement, la façon traditionnelle de transmettre les connaissances est tout aussi traditionnelle que la médecine en question. C'est-à-dire que la première chose qu'on avait entendue quand on étudiait avec le docteur Léang, c'est qu'il disait, voilà, il y a une façon de transmettre la médecine. Il y a une façon de la pratiquer, de l'étudier, il y a une façon de l'enseigner. Et donc, on ne peut pas déroger au temps que ça peut prendre, notamment au caractère de la tradition orale, au fait de solliciter un maximum d'intérêt et de questions, parce que si on a faim, on va utiliser ce qu'on mange. Si on nous gave, en fait, on va régurgiter ce qu'on a mangé. Et donc, il y a des gens, ils apprennent et régurgitent ce qu'ils ont appris. Il y a des écoles, il y a des étudiants qui viennent parfois d'autres écoles qui disent « Ah bah tiens, on a le droit de poser des questions. Dans l'école où j'étais, je n'avais pas le droit de poser des questions. » Donc là, après, je ne peux pas savoir comment fonctionnent toutes les écoles, mais oui, il y a une différence. C'est que quand vous enseignez à beaucoup de monde, vous ne pouvez pas répondre peut-être à toutes les questions, ou alors ça ne va pas être compris de la même façon. La part d'enseignement oral qui permet de corriger ce que la personne comprend petit à petit, elle ne peut pas y être, donc ça va être un apprentissage, effectivement, par cœur. D'ailleurs, en vérité, quand on dit par cœur, on va dire par cerveau, parce que quand c'est par cœur, c'est différent. D'accord, donc c'est essentiellement par la possibilité d'interaction. Ouais, la possibilité d'interaction. Petit nombre. La pédagogie, le fait de toujours essayer de comprendre ce qu'on fait, de solliciter pédagogiquement l'intérêt et la compréhension des étudiants, mais ça nécessite une dynamique, une énergie de la part des formateurs, un nombre suffisant mais limité d'étudiants pour qu'il y ait la dynamique qui permette cet appétit d'études et de pratique. Donc on y arrive bien, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte en ce moment, le monde médical, le système social, le Covid, enfin, qui fait que les gens ont la tête à autre chose et se projeter dans une médecine qu'ils ne connaissent pas encore, ils ne savent pas où ça mène, comment ça fonctionne. C'est dur de lâcher quelque chose qu'on connaît, même si c'est très imparfait, pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'il y a aussi un travail, et il y a toujours un travail d'information sur la médecine chinoise en général. Ce n'est pas propre à telle ou telle école, mais pour que les gens comprennent que on peut appeler ça une médecine alternative si on veut, mais en fait, alternative, c'est un beau mot, c'est une alternative à une médecine qui est en train de disparaître, qui était une médecine humaniste, une médecine naturaliste, qui était la médecine d'Hippocrate, et maintenant on nous parle que de la médecine de Pasteur. Et moi, Pasteur, c'était pas un médecin, c'était un biologiste. Et on voit bien que maintenant, c'est la biologie, c'est les laboratoires de biologie qui font les diagnostics, c'est plus le médecin. Est-ce que tu ne penses pas que ce positionnement très net par rapport à la médecine, ouais, par rapport à la biologie, par rapport au monde actuel, ne participe pas aussi d'une certaine frilosité à venir s'engager dans notre formation? Non, alors il n'y a pas de vraie frilosité. Ceux qui viennent, franchement, ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent, ils sont très contents, et quand ils repartent, ils sont super contents. Donc, je dirais pas frilosité. Simplement, je peux comprendre qu'il peut y avoir un filtrage qui fait qu'il y a moins de gens, parce qu'il y a moins de gens qui savent peut-être ce qu'ils veulent, ou qui ont déjà un esprit critique avant d'arriver. Et effectivement, c'est possible que la position nette qu'on a par rapport à ce qu'est la santé, à ce qu'est la maladie, à ce que devrait être la médecine par rapport à ça,
comment on doit aborder les patients. On a participé à une charte des ethnomédecines. Voilà, il y a une façon de se comporter, de pratiquer, d'étudier à vie, parce que chaque patient est un prof. Et ça, effectivement, c'est pas trop négociable. C'est-à-dire que les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, ils ne le tiennent pas toujours. Nous, on a une forme de serment, on va dire, sauf qu'on le tient. Sinon, on ne fait pas ce qu'on fait. Donc, ouais, il y a certainement ça, c'est-à-dire que on est en France, on sait qu'il n'y avait qu'un tout petit pourcentage de gens qui résistaient vraiment pendant l'occupation. Après, ils se sont tous découverts des gènes de résistants, mais au départ, ce n'était pas le cas. On est dans une époque où il faut résister, et c'est d'autant plus difficile de résister quand on fait une autre médecine que la médecine conventionnelle. Ceci dit, c'est pas tout à fait vrai. C'est peut-être encore plus difficile de résister quand on est dedans, parce que là, on est vraiment renégat. J'en connais, et, je pense aux suspendus par exemple, et donc ouais, ma pensée va vers eux. Nous, on est hors système, c'est encore un peu différent. Mais il faut annoncer les choses. On fait une médecine, on fait des diagnostics. Ça fait des milliers d'années, mais je fais des diagnostics de médecine chinoise. Et tous ceux que nous formons font des diagnostics de médecine chinoise. Ils ne font pas un diagnostic de médecine occidentale. Donc le jour où on précisera de quelle médecine on parle, on pourra parler d'exercice illégal. Pour moi, il y a beaucoup de médecins occidentaux qui font l'exercice illégitime de la médecine chinoise, parce qu'ils ne sont pas formés pour. Et est-ce que ce positionnement très net, du coup, ne nous isole pas des autres écoles de médecine chinoise, des fédérations? Est-ce que ça ne met pas à l'écart de la communication dont on pourrait bénéficier si on c'est vrai que le discours des fédérations est de réunir, d'éviter de créer des problèmes pour leurs membres. Et donc, d'un côté, c'est compliqué pour eux, parce que d'un côté, ils veulent valoriser la médecine chinoise, mais de l'autre, il est conseillé juridiquement à leurs adhérents de ne pas dire qu'ils font de la médecine, de ne pas dire qu'ils font du diagnostic, donc ils se cachent derrière des mots, l'énergétique, des choses comme ça. Donc ça rend le truc un peu flou. Et pour être clair, j'ai été président pendant un certain temps d'une des principales fédérations de médecine chinoise en France. On l'a co-créée, de confédération, j'ai participé, etc. Donc je connais parfaitement bien le truc. J'ai démissionné parce que j'ai vu qu'on allait perdre énormément de temps, puis surtout on allait perdre notre âme peut-être là-dedans. Donc on sait totalement à dessein qu'on ne joue pas certains jeux. Voilà, on ne flirte pas plus avec la médecine conventionnelle qu'avec la Chine d'aujourd'hui. On ne les fuit pas davantage, on travaille en bonne intelligence avec les médecins intelligents. Il y a avec du côté chinois des personnes qui essaient de faire avancer les choses. Donc on n'est pas du tout isolé. Simplement, on a un discours qui peut-être peut faire peur à certains, parce qu'ils disent ne dis pas ça, on va avoir des problèmes. Voilà, moi, personnellement, ça fait 40 ans que je pratique, j'ai jamais eu moins de problèmes avec le... J'ai eu des visites, comme tout le monde, de policiers, de gens qui disent qu'est-ce que vous faites? Ok, respect, il n'y a pas de problème. Voilà, encore avant-hier, j'ai fait un courrier pour des médecins endocrinologues, pour une jeune fille qui a du diabète, parce que les parents souhaiteraient, comme ça commence juste, qu'elle ne soit pas dépendante d'insuline à vie. Mais donc, le problème, c'est que ça peut masquer les symptômes, donc il y a un choix à faire, alors que le diabète est traité depuis des siècles aussi en médecine chinoise, mais autrement, puisqu'ils ne savent pas faire les taux de glycémie, ou les gens ne disposent pas d'insuline partout. Donc, il y a différentes façons d'aborder les maladies, mais il ne faut pas nous demander de prendre en charge un processus tumoral ou de thyroïde ou de diabète à l'occidental, parce qu'on ne connaît pas sous cette forme-là. Donc, il faut respecter cette médecine qui a quand même quelques 2500 ans au bas mot, qui n'a pas attendu la médecine occidentale pour faire ses preuves. N'en déplaise aux tenants du placebo contre double aveugle contre placebo, alors que pour nous, effectivement, l'esprit fait partie de l'être humain et il faut travailler avec, il ne faut pas le mettre de côté, on n'est pas des machines. Donc on n'a pas les mêmes épistémologies non plus. Donc il faudrait un discours épistémologique sur la valeur des sciences, notamment la science médicale. La médecine chinoise repose davantage sur la physique que sur la biologie. Et la physique, c'est pas une science stupide. Donc dire sans arrêt la science en imaginant que la science matérialiste, c'est pas juste.
Voilà. Donc, je pense d'autres ont les mêmes problèmes, les homéopathes, etc. Le jour où on comprendra qu'il y a des choses qu'on ne voit pas sur Terre qui existent quand même, on aura fait des progrès. Parce que les tenants de cette euphémisation des termes avec énergétique plutôt que diagnostic, avec bilan plutôt que diagnostic, excusez-moi, avec énergétique plutôt que médecine, et ainsi de suite, semble plutôt préoccupé par la tendance qu'ont les ordres, notamment l'ordre des médecins actuels, à requalifier les actes comme étant médicaux, avec surtout l'idée qu'il y a, de par l'intervention de nos médecines, un retard de prise en charge du patient, ensuite par la médecine occidentale. Ça, ce serait vrai si on n'avait pas un bon tiers de nos patients qui viennent à cause ou grâce à la médecine conventionnelle, qui elle-même a quelque part produit un retard dans la bonne prise en charge des patients parce qu'il y a eu des effets secondaires, il y a eu des défauts de diagnostic. Donc je veux dire, on passe une partie de notre temps à rattraper des choses qui n'ont pas été prises en compte et qui font que les patients sont dans l'errance thérapeutique. Donc j'ai une majorité de mes patients qui viennent faute d'avoir trouvé une solution orthodoxe à leurs problèmes, ou parfois parce que cette orthodoxie a créé de nouveaux problèmes. Donc on n'est pas tellement dans ce cas de figure. En pratique, effectivement, on est des praticiens de première intention, on n'a pas besoin qu'ils aient fait tout ce parcours pour venir chez nous, et ça arrive que ce soit nous qui envoyons le patient à l'hôpital, parce qu'on dit là, il ne faut pas rigoler, etc. Il y a donc des diagnostics d'urgence, des choses comme ça. Non, on n'a pas ce... Enfin, c'est un argument fallacieux de dire qu'on détourne les gens et qu'on permet, on fait qu'ils auraient eu quelque chose, ils peuvent avoir quelque chose de grave et qu'on aurait retardé cette urgence. C'est sûr qu'on ne va pas inciter les patients à faire des dépistages sans arrêt, parce que nous, on est cliniciens. Donc, mais la médecine conventionnelle s'en charge de faire des dépistages par ailleurs, donc les gens, on leur interdit pas de le faire. Simplement, il y a des choses qu'on voit, qu'on repère, qui font souffrir les gens, qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas pris en charge à côté, et heureusement qu'on est là pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'on fait en formation concrètement pour s'assurer que nos futurs praticiens de médecine chinoise sachent faire la part des choses entre ce qui est de leur ressort et ce qui doit être réorienté? On a dit, le début de la formation, c'est d'abord le diagnostic. Et dans le diagnostic, il y a ce qu'on appelle le diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire, là, c'est dangereux. Là, c'est ma limite. C'est-à-dire, connaître ses limites, ça fait partie des nécessités, des capacités, que ce soit en matière de diagnostic, je ne comprends plus ça, il y a un truc qui m'échappe, ou de dire, ok, j'ai compris, sauf que je n'ai pas l'outil thérapeutique, allez voir tel spécialiste, parce que vous avez besoin de lui. Donc, en fait, on fait un travail de médecine générale, sauf que c'est de la médecine chinoise. Mais il y a ce côté chef d'orchestre qui fait qu'on doit voir l'ensemble. Le patient, avec toutes ses dimensions, son environnement social, familial, professionnel, etc. Quelles sont ce qu'on appelle les 9 causes de maladie, quelles sont les causes étiologiques qui peuvent avoir généré le problème. Donc tout ça, on a cette responsabilité-là. Et si on a des signes cliniques qui sont un peu aberrants ou un peu inquiétants, on doit pouvoir les relever, mais ça fait partie de l'étude, tout simplement. Comme ça se fait aussi en médecine conventionnelle, de dire attends, quand vous avez ces symptômes-là ensemble, soyez prudents, parce que voilà, cliniquement parlant, il y a quelque chose. Et puis, voilà, pourquoi pas les examens, mais ça, c'est plus nous qui allons envoyer les gens faire des examens complémentaires. Soit ils ont déjà fait tout ça en médecine et ça n'a rien donné, soit ils l'ont pas encore fait, on va dire allez voir votre médecin et dites-lui de faire une radio ou quelque chose comme ça, c'est plus notre partie. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à des étudiants potentiels qui vivent à Paris? Ah oui, alors c'est vrai qu'on nous a reproché en nous disant si vous êtes sérieux, pourquoi vous n'êtes pas à Paris? Quelqu'un m'a dit ça une fois. Je dirais que la Bretagne c'est joli. Je dirais que quand on est prêt à prendre le sac à dos pour aller étudier au Canada ou en Chine ou en Australie ou je ne sais où, Paris, Bretagne, c'est pas Paris-Brest, c'est bon en plus. Donc non, c'est pas un vrai problème. On a des formules qui permettent aux gens de façon résidentielle de venir, et puis on a un lieu ici qui permet vraiment une étude, je dirais, en conformité dans l'esprit
Je veux dire, on a la tête dans le ciel et les pieds sur terre et la mer à côté. C'est mieux que d'avoir la tête dans la fumée et les pieds sur le béton. Donc franchement, non, c'est bien, c'est bien. On est organisé comme ça ici. D'ailleurs, les Parisiens sont en train d'affluer de plus en plus vers la Bretagne, grâce ou à cause du Covid, donc qu'ils en profitent pour étudier la médecine chinoise. On est bien là.